Voilà, bon, on va commencer. Donc c'est la deuxième séance du séminaire, de la troisième année de notre séminaire Les Jeux de la création. Et on a le grand plaisir de recevoir Bernard Sèvres, que certains d'entre vous ont déjà vu, puisque nous l'avions invité à un colloque à Vence. C'était en novembre 2016. Oui. Le colloque portait sur l'improvisation et l'instrument. Et donc parmi tous les invités, on avait vraiment apprécié l'intervention de Bernard, puisqu'il avait écrit un ouvrage très important sur l'instrument de musique. Et je me souviens de ton étonnement d'entendre les psychologues présents et les psychanalystes, la façon dont nous avions lu ton travail. Et j'espère qu'aujourd'hui, l'étonnement sera de nouveau de mise de ton côté ou du nôtre, on va voir. Bernard, à l'époque, donc, tu avais proposé 2 titres. On avait eu du mal à choisir entre les deux, et on s'était dit, tiens, voilà, on va, c'est l'occasion de te réinviter de nouveau, quoi. Donc, il y a eu un titre, une première forme du titre qui était Qu'est-ce que désirer un son ? Et la dernière en date, c'est Désirer un son. Alors c'est plus affirmatif, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais en tout cas, il y a un petit changement, on verra bien ce qu'on va pouvoir en faire. Je finis en te présentant très rapidement, donc tu es professeur émérite en philosophie de l'art et en esthétique à Lille, et spécialiste de la philosophie de la musique, la plus contemporaine, on pourrait dire, la philosophie actuelle de la musique. Et en ce sens, on est vraiment ravis de pouvoir discuter avec toi de nos questions. On verra bien comment ça se passe. Merci Frédéric. Donc merci à toi Frédéric, à Jean-Michel, à Célim aussi, et à toutes les personnes ici présentes que je ne connais pas. Ce qui fait que quand on parle devant un public qu'on ne connaît pas, on hésite toujours en se disant est-ce que je vais dire des banalités ou des extravagances. Bon. Et puis il ne faut pas se poser la question parce qu'on ne parlerait jamais. Donc je vous dis ce que je pense et que j'ai construit, et puis vous me direz après dans 1 heure si ça vous a intéressé, si ça vous a stimulé, si ça a suscité des questions, des objections, etc. Alors, quand je vois le programme, je vois qu'il n'y a que des psychanalystes, sauf moi. Je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue. J'emploie le mot désir, dont je sais bien qu'il est un mot extrêmement chargé pour des oreilles psy. Ce n'est pas du tout sur ce terrain que je me situe, et la notion de désir, que j'espère un peu éclairer pendant ce propos, j'en entends au sens large. Je ne m'occupe donc pas des racines pulsionnelles ou autres du désir, ni même du sens du désir. Je m'en occupe pas, je n'ai pas compétence pour ça. Je m'occupe des formes du désir, en tant que ces formes de désir s'investissent dans le son, dans tous les rapports que l'homme peut avoir avec le son, et bien entendu du lien de ce désir du son avec l'invention ou la création musicale. Mon propos risque d'être un petit peu taxinomique, c'est-à-dire des distinctions, des tableaux, des colonnes. Je connais les avantages et les inconvénients de cette manière de penser. Distinguer des cas et classer des cas sont des procédés indispensables à la pensée. Ensuite, bien sûr, la pensée doit s'affranchir de ce qu'il y a de beaucoup trop rigide dans ces distinctions de lignes et de colonnes. Comme le dit Gérard Genette, qui est lui-même un très grand praticien des tableaux dans ses ouvrages de théorie littéraire, les tableaux sont destinés, je veux dire les tableaux au sens cognitif du terme, sont destinés à s'effacer. Voilà. Donc toutes sortes de distinctions que je vous proposerai, ne les entendez pas de manière rigide comme des choses qu'il faudrait considérer comme acquises, mais plutôt comme des procédés provisoires pour quadriller un peu le réel et s'y retrouver. Mon propos se déploie en 5 moments. Si je me souviens bien, c'est ça, en 5 moments de longueur très inégale. Je commence par le son. Bon, désirer un son, le son. Très souvent dans la langue commune, quand on dit son, on pense son musical, du moins dans certains milieux. C'est une grave erreur. Le son s'oppose au silence et à rien d'autre. Quand il n'y a pas de son, c'est le silence. Quand il n'y a pas de silence, c'est du son. Bien entendu, les deux peuvent s'entremêler naturellement. Mais conceptuellement, l'antonyme du son, c'est le silence. Le son ou les sons
peuvent se répartir. Alors, vous voyez, une première de mes distinctions, encore une fois, qu'il ne faut pas rigidifier. On peut distinguer 3 grands groupes de sons: les langues naturelles, le français, l'italien, le chinois, l'arabe, tout ce qu'on veut, les musiques et les bruits. Les bruits qui sont soit naturels, comme une chute d'eau, soit techniques, comme le bruit d'une machine. L'ensemble langue naturelle, musique et bruit couvre l'ensemble des sons. Alors évidemment, ce partage entre bruit, langue, musique, il est socialement et historiquement extrêmement variable. Et notamment, j'y reviendrai dans la suite de mon propos, le partage entre bruit et musique est susceptible d'énormément de décalage selon les civilisations et selon les époques. Deuxième remarque sur cette tripartition entre langue naturelle, musique et bruit: ces 3 types de sons peuvent bien entendu s'associer dans des pratiques ou dans des œuvres concrètes. On peut avoir les 3 à la fois. On peut en avoir 2 sur 3. On peut en avoir 1 sur 3, et si on n'a rien du tout, c'est le silence. Voilà. Et le silence, bien sûr, s'intègre également dans le déroulement de ces chaînes sonores, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient musicales, qu'elles soient du bruit. Il peut y avoir, et parfois même il doit y avoir, pour la respiration ou pour l'intelligibilité, des moments de silence. Donc le silence est ce qui est avant, et ce qui est après, et ce qui est dedans. Bon, néanmoins, le silence est par sa nature opposé au son. Voilà, je voulais juste rappeler ces choses évidentes, mais pour pas qu'il y ait de confusion, dans toute la suite de mon propos, je distinguerai, quand ce sera nécessaire, le son en général et le son musical en particulier. En voici assez pour le premier point. Je passe au deuxième point, sur les 5. Que j'ai appelé le son et l'attention vitale. Attention vitale. Je voudrais très rapidement, et sans entrer sur des terrains éthologiques ou de théorie de la vie animale pour lesquels je n'ai pas compétence, je voudrais très rapidement rappeler l'enracinement vital du rapport au son dans les espèces animales et donc aussi dans l'espèce humaine. Les 5 sens dont nous disposons, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, ont d'abord une fonction vitale. Bon, c'est une banalité, hein, mais je préfère le rappeler. Les 3 fonctions vitales foncières, chez les hommes et chez les animaux en général, c'est fuir le prédateur, c'est trouver sa proie, et puis bien entendu, c'est toute la séduction sexuelle destinée à ce que l'espèce se reproduise. Ça vaut pour les 5 sens. Ici, je m'intéresse à la question du son, donc ça vaut aussi pour la production et l'audition de son. Ce qui veut dire que comme il y a une fonction vitale à la sensorialité sonore, il y a à la fois du désir et de la crainte. Le désir au sens très large, encore une fois, d'attraper une proie, ou la crainte d'être attrapé par un prédateur, forcément. Désir et crainte, de manière vitale, marchent ensemble. Alors, je ne vais pas faire une hiérarchie des fonctions sensorielles de l'animal ou de l'homme, d'autant que l'importance de ces 5 sens est très différente d'une espèce à l'autre. Je ferai juste remarquer, ce qui est aussi banal, que le son, d'une part, enfin l'ouïe plutôt, et l'odorat sont efficaces à distance, contrairement au toucher par exemple, et sont efficaces la nuit, contrairement à la vue par exemple. Il y a donc une extension temporelle et spatiale des fonctions auditives plus étendues par exemple que pour la fonction visuelle. Alors, le rapport au son à ce simple niveau vital, encore une fois commun à l'homme et à l'animal, prend 2 formes: écouter et produire du son. Et je vais bien sûr interroger ces 2 types de rapports de désir que l'on peut avoir avec les sons, les écouter et en produire soi-même. Alors, écouter, c'est la vigilance de l'animal aux aguets qui tâche de voir si il ne pourrait pas y avoir une proie, un prédateur ou un partenaire sexuel dans les environs. Hein. Pour les 3 fonctions vitales foncières, l'écoute est évidemment extrêmement importante. Il faut avoir de bonnes oreilles. Produire le son peut aussi servir à effrayer les prédateurs, à attirer les proies à manger ou les partenaires possibles, mais il peut y avoir aussi, et c'est un point très discuté en éthologie, une troisième, j'ose appeler dire raison, un troisième motif, disons, de la production du son dans les espèces animales, qui est la production gratuite, la production jubilatoire d'ornements sonores ne servant à rien.
Alors, inutile de vous dire qu'il y a ici un conflit vif, et ce n'est pas moi qui vais le résoudre, mais je le trouve très intéressant, entre un certain néo-darwinisme un peu rigide, qui consiste à penser qu'aucune production ou attitude animale ne peut être immotivée, ou ne peut être gratuite, ou ne peut être désintéressée. Bon, ce qui dans l'épistémé actuelle semble être ce qui va de soi, hein, cette idée, et puis une position minoritaire mais intéressante qui consiste à dire que s'il peut y avoir dans les espèces animales, je ne parle même pas de l'homme, hein, dans les espèces animales des productions, des attitudes ou des comportements qui sont désintéressés, qui n'ont pas de fonction adaptative, qui n'ont pas de fonction d'utilité. Et les anti-utilitaristes, vous avez peut-être entendu parler du MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Les anti-utilitaristes s'intéressent à tout ce qui peut, chez l'homme, et parfois même un peu en dehors de l'homme, auquel cas on sort des sciences sociales, bien sûr, relever de formes d'attitudes non réductibles à une utilité même médiée, complexe, à long terme, déguisée, et tout ce qu'on veut. Alors je prends vite un exemple, pour pas que ce soit trop abstrait, c'est le chant de la fauvette grisette. Alors, je m'appuie ici sur les travaux d'Adolf Portmann, qui était un philosophe de la biologie, qui redevient, enfin qui est mort depuis un certain temps, mais qui revient très très à la mode dans un certain courant de la pensée philosophique, voilà, que je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais bon, on verra, qui lui-même s'appuie sur les travaux d'un éthologue qui s'appelle Franz Sauer et qui travaillait sur la fauvette grisette. Alors, tout ce que je vous dis, évidemment, je ne l'ai pas vérifié moi-même, hein, je fais confiance aux auteurs que j'ai lus. La fauvette grisette a deux types de chants. Il semble que la chose soit établie. Hein. Bon. Ce que les éthologues appellent un chant permanent, qui est un chant extrêmement orné, extrêmement varié, très jubilatoire, bon, et qui est appelé chant permanent, parfois il est appelé chant fondamental, parce que la fauvette grisette le chante en toute saison. Et la fauvette grisette a un deuxième chant qui est appelé Motivgesang, puisque Adolf Portmann et Franz Sauer écrivent en allemand, Motivgesang, c'est-à-dire le chant à motif. Hein, avec des motifs reconnaissables. Bon, et le Motivgesang qui est un chant, c'est le chant permanent, mais simplifié, débarrassé de toute sa surcharge ornementale, réduit donc à quelques motifs très forts. Or, ce Motivgesang, ce chant à motif, il n'est chanté par la fauvette grisette qu'en période, dans la brève période de reproduction sexuelle. Quand il s'agit de se reproduire et donc de chercher des partenaires. Voilà, c'est un chant de séduction. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chant de séduction, dont la visée utilitaire pour l'espèce est évidente, bon, comme dans toutes les espèces animales, est un appauvrissement et une simplification du chant permanent, du chant jubilatoire, que la fauvette grisette chante tout le temps. Alors, si ces faits sont avérés, bon, je pense qu'ils le sont, mais je ne peux pas le prouver, c'est évidemment très intéressant. Ça veut dire que le champ utilitaire est découpé par appauvrissement et prélèvement sur un champ primordial, jubilatoire beaucoup plus riche, qui lui ne sert à rien. Voilà. Je vous conseille, si cette question vous intéresse, les prolongements philosophiques qu'a donné à ces réflexions éthologiques un philosophe belge qui est très intéressant, qui s'appelle Jacques de Witt. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer son nom, D-E-W-I-D-T-E, et dans un livre qui s'appelle La manifestation de soi. Hein, et il appartient au mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Voilà. Alors, je me suis un tout petit peu arrêté sur la fauvette grisette pour dire qu'il est peut-être possible qu'il y ait donc des productions sonores dans le règne animal qui ne servent à rien qu'au seul plaisir de chanter. Alors évidemment le mot plaisir, bon, je ne sais pas comment on peut l'appliquer aux animaux sans anthropomorphisme, hein, mais enfin voilà. Auquel cas, quand l'homme fait de la musique, après tout, il serait peut-être un cousin de la fauvette grisette. On soupçonne bien sûr que dans toutes ces productions sonores, des formes très variées de désir s'expriment. Alors, je vais donc, c'était la fin de mon point 2, je vais traiter successivement du désir dans l'écoute et puis ensuite du désir dans les productions sonores. Hein, d'abord écouter, ensuite produire. Bon, c'est assez simple comme suite des idées. Donc, point 3, l'écoute. Alors là, j'abandonne les animaux. Hein. Je ne parle plus que des êtres humains. Je
m'intéresse à l'écoute, ça intéresse peut-être particulièrement des psychologues ou des psychanalystes, et je vais m'appuyer beaucoup sur des analyses tout à fait classiques que vous connaissez peut-être, les analyses de Pierre Schaeffer et de Michel Chion. Pierre Schaeffer, le penseur, le fondateur de la musique concrète, de ce qu'on appelait la musique concrète, dans son monumental traité des objets musicaux, paru en 1966, et en fait le titre est assez maladroit, ça aurait dû s'appeler traité des objets sonores, comme il l'a reconnu après. Mais en 66, la notion de musique était tellement prégnante dans le monde du son que tout naturellement, il appelait ça objets musicaux, alors qu'il parle d'objets sonores beaucoup plus larges que les objets musicaux. Alors, ma question à moi, c'est, mais quand on écoute un son, nous autres humains, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on désire dans cette écoute du son? Que choisit-on d'écouter dans un son? Puisque l'écoute, évidemment, autre chose qu'entendre, hein, on entend malgré soi, on entend sans le chercher, sans le vouloir, l'entendre est passif, si on veut, en tout cas involontaire, alors que l'écoute est attentive, volontaire, et il y a une part de construction dans l'écoute. Et donc, je vais vous exposer très simplement, enfin le plus simplement que je pourrais, la distinction entre les 4 types d'écoute. Chez Schaeffer, il y en a 3, chez Chion, il y en a 4. Bon, je garde les 4, c'est la version la plus compliquée, la plus précise en fait. L'écoute causale, l'écoute figurative, l'écoute sémantique et l'écoute réduite. Je dis tout de suite qu'il faut soigneusement distinguer ces 4 types d'écoute, mais que bien sûr, dans l'expérience concrète, elles peuvent, et très souvent elles peuvent être mêlées, et très souvent elles sont mêlées. Mais je les prends chacune de son côté. Alors, l'écoute causale, c'est quand on écoute un son comme l'effet d'une cause, et par conséquent comme un indice cognitif nous permettant de remonter à la cause. J'entends un son, si je suis chasseur, si je suis... vous voyez, ce genre de... Si je suis médecin et que j'essaye d'entendre le bruit qu'il y a dans la poitrine du patient, que j'ausculte, si je suis technicien et que quelque chose ne marche pas très bien dans la machine et que j'essaye de comprendre au bruit bizarre où peut être la cause, vous voyez, et les exemples sont innombrables, le son est entendu comme un fait, donc indice, d'une cause produisant ce son, et il s'agit de déterminer la distance de cette cause productrice du son, sa nature, son mouvement, si c'est une cause en mouvement, comme le chasseur qui guette le bruit d'un animal qui se déplace, etc., etc. L'écoute causale est mue par un désir d'information. On cherche des informations. On cherche à savoir, mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Même dans la vie la plus courante, d'ailleurs, ça peut vous arriver chez vous, dans votre appartement, d'entendre un bruit bizarre, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Tendons l'oreille, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça peut être? C'est aussi l'écoute professionnelle, encore une fois. Et alors, si je reprends le chant d'oiseau, l'éleveur, si on élève des oiseaux, si je suis oiseleur, j'écouterai pour savoir si mes animaux sont en bonne santé. Le chasseur tâchera de les attraper, écoutera pour savoir comment ils se déplacent. L'ornithologue cherchera aussi par une écoute un savoir, apprendre quelque chose. Et puis un musicien comme Olivier Messiaen, par exemple, qui a écrit d'admirables chants d'oiseaux pour piano et autres instruments, cherchera une inspiration musicale. Mais toutes ces écoutes sont, peut-être un peu moins celles du musicien, mais sont causales. Alors l'écoute causale, dernier point, est évidemment sujette à beaucoup d'erreurs. On peut se tromper sur la distance, la nature, etc., d'un son qu'on écoute. Le son peut être flou, et puis tous les architectes vous le diront, c'est très compliqué de savoir d'où vient un son dans un appartement. On entend un son, on croit que ça vient des voisins du dessus, et en fait ça vient d'en dessous. Le son circule de manière très étrange, non seulement dans l'air, mais dans les parois, dans les cloisons, dans les canalisations. Donc l'écoute causale est une écoute complexe, elles le sont toutes d'ailleurs. Deuxième écoute, l'écoute figurative. C'est presque la même que la précédente, sauf que j'écoute non pas pour chercher la cause réelle du son, mais la cause que ce son entend suggérer. Je donne tout de suite un exemple pour que ce soit clair, le bruitage au cinéma ou le bruitage au théâtre. Si vous êtes un petit peu dans les métiers du son, vous êtes au théâtre et vous entendez un bruit de tonnerre. Il y a un bruit de tonnerre qui vient de la coulisse. Et comme vous êtes un peu au courant des choses, vous savez que c'est une grande tôle que 2 techniciens sont en train d'agiter, et ça fait, si c'est bien fait, un très bon bruit de tonnerre. Et donc,
Vous pourriez avoir une écoute causale en vous disant on ne me la fait pas, je sais bien que c'est pas le tonnerre, c'est une tôle qu'on secoue. Mais comme vous acceptez la convention théâtrale, vous êtes au théâtre, vous allez écouter ce son comme bruit de tonnerre, c'est-à-dire ce son est destiné à produire un bruit passant pour un bruit de tonnerre, et donc vous aurez une écoute figurative et non pas une écoute causale. Vous pouvez avoir les deux à la fois d'ailleurs, en vous disant ils agitent une tôle et ils le font très bien, quel beau bruit de tonnerre, je l'entends comme bruit de tonnerre. Bon, voilà, bien sûr. Alors il y a d'innombrables exemples d'écoute figurative, mais l'exemple du bruitage au cinéma ou au théâtre suffit, et je ne m'y arrête pas davantage, c'est pas la plus importante des quatre. La troisième écoute, c'est l'écoute appelée sémantique par nos auteurs, qui concerne presque exclusivement les langues naturelles, mais aussi un peu les codes acoustiques, comme le morse par exemple, où vous savez des prisonniers qui se créent un petit code pour pouvoir communiquer par des bruits réguliers de cellule à cellule. Vous voyez, dès qu'il y a un code, il peut y avoir écoute sémantique. Alors dans l'écoute sémantique, on traverse le son pour aller droit au sens. Là, vous êtes en train de m'écouter. Alors, peut-être que si vous vous ennuyez totalement, vous avez une écoute causale, ou peut-être même une écoute réduite de ce que je suis en train de vous dire, en oubliant complètement ce que je dis, ça peut se produire. Mais si vous vous intéressez à ce que je dis, vous êtes dans une écoute sémantique où vous ne vous occupez pas du timbre de ma voix, de sa vitesse, des petits ratés de mon élocution. Vous cherchez le sens. Vous traversez le son vers le sens. Ça, c'est l'écoute sémantique. Voilà. Le son est traversé, il est même annulé comme son, en fait, pour, étant décodé, donner accès le plus vite et le plus efficacement possible au sens du discours. Quel que soit ce sens, bien entendu. Dernière écoute, et ça c'est la grande découverte de Pierre Schaeffer, c'est ce qu'il appelle l'écoute réduite, qui est la plus artificielle de toutes ces écoutes. C'est pas que les autres soient naturels, encore que l'écoute causale soit sans doute assez naturelle dans les espèces vivantes. Les autres sont produites par la culture. Mais l'écoute réduite est la plus artificielle ou la plus culturelle, si on veut, de toutes. Ça consiste à écouter des sons. Encore une fois, ici, je distingue pas langue, bruit ou musique. Je dis bien des sons. Bon. Ça consiste donc à écouter des sons en faisant une impasse totale sur la cause, la figuration et le sens. On exclut tout ça. C'est un peu comme l'épopée husserlienne, chez Husserl, là, on met entre parenthèses, par exemple, la question de l'existence du monde sensible pour se rapporter uniquement à des représentations. C'est la réduction phénoménologique chez Husserl. Schaeffer a emprunté ce mot de réduction, enfin il dit qu'il l'a emprunté à Husserl, donc voilà. L'écoute réduite, ça consiste à écouter un son en ne se posant surtout aucune question sur son sens, sur sa cause et sur ce qui peut figurer. En l'écoutant uniquement pour sa valeur phonique, pour sa densité phonique. C'est ça l'écoute réduite. L'écoute réduite saisit le grain. Alors là, Pierre Schaeffer, dans son traité des objets musicaux, sonores en fait, a considérablement enrichi le vocabulaire de la description des sons. Les sons sont très difficiles à décrire et à analyser, et Schaeffer a énormément enrichi le vocabulaire descriptif, c'est-à-dire le fait de lire cette nouvelle conceptualisation du son permet d'entendre mieux d'ailleurs. Bon, le grain, la masse, la forme, les hauteurs, les intensités, les durées, les attaques, etc., etc. Ce sont des paramètres de tout son, quel qu'il soit, même un son aussi simple que ça. Bon, ben voilà, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait 3, un aurait suffi. Même un son très simple peut être décrit en termes de masse, de grain, de forme, de hauteur, d'intensité, de durée, d'attaque, et il y a encore quelques autres concepts comme ça. Je dis tout de suite, sans m'arrêter, que les valeurs sonores ou les paramètres sonores analysés par Pierre Schaeffer sont beaucoup plus subtils que la notion de timbre, qui est très utile en musique, mais qui est une notion grossière. Voilà. Alors, voilà les 4 écoutes. Alors, l'écoute réduite, il faut avoir une raison. Ça ne se fait vraiment pas spontanément. Je ne crois pas que dans la vie ordinaire, comme on dit, on ait de bonnes raisons de pratiquer une écoute réduite, toute seule. En revanche, l'écoute réduite est impliquée dans pratiquement tous nos types d'écoute,
Parce que si vous réfléchissez, prenez l'écoute causale, vous entendez un bruit qui vous inquiète ou qui vous intrigue, vous voulez chercher à en déterminer la cause, écoute causale. Mais pour en déterminer la cause, il faudra bien que vous vous concentriez sur la structure de ce son. Sur son grain, sur sa masse, sur ceci, enfin tous les paramètres de Schaeffer. Et donc vous mobiliserez sans le savoir, vous ferez de l'écoute réduite sans le savoir, vous pratiquerez un mélange d'écoute réduite et d'écoute causale, vous vous concentrerez parfois sur la structure phonique de ce son pour avoir des informations sur lui qui vous permettront de faire des hypothèses sur sa cause. Et ce sera donc un mixte un peu difficile à démêler entre écoute causale et écoute réduite. Voilà les 4 écoutes. Alors ça vaudrait la peine de faire des exercices. Il devrait y avoir des TD d'écoute ou une série de sons relativement complexes, en langue naturelle, en musique, de différents types de musique, différents types de langue naturelle, et puis différents types de bruit, et pratiquer sur chacun une écoute causale, puis une écoute figurative, puis une écoute sémantique, puis une écoute réduite. Enfin, amusez-vous à faire ça chez vous, vous verrez, c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est passionnant. Bon. Or, chacune de ces écoutes mobilise un certain type d'attention, donc de désir au sens large du terme. Si je prête l'oreille, comme on dit, c'est bien que je veux attraper quelque chose. J'ai un désir d'attraper quelque chose dans le son que j'écoute selon une des 4 modalités et les innombrables combinaisons de ces 4 modalités, causales, figuratives, sémantiques, réduites. J'ajoute aussi que, comme souvent dans l'ordre du désir, les différentes modalités peuvent se conjuguer et se renforcer mutuellement, mais elles peuvent aussi s'entre-empêcher. Elles peuvent aussi se nuire mutuellement, ces différents types d'écoute. Par exemple, l'écoute causale peut affaiblir l'écoute sémantique. Si l'écoute causale crée une sorte d'émotion, vous attendez le coup de téléphone de votre copain, de votre copine, et puis le coup de téléphone ne vient pas, puis finit par venir, vous êtes tout ému, vous entendez la voix, quelle joie d'entendre cette voix, et vous ne comprenez rien de ce que la personne vous dit. Parce que vous vous êtes focalisé sur la voix, et vous avez oublié de faire attention au sens. Et vous êtes obligé de dire, oui, mais tu m'as dit quoi? Bon, voilà. Ou tout à fait à l'opposé, une voix menaçante dans une situation professionnelle compliquée, une voix désagréable, vous allez vous faire engueuler. Ça peut aussi bloquer, bon, je dis des choses extrêmement banales, mais ça peut aussi bloquer la compréhension de ce qui est dit. Et ici, l'écoute causale viendra perturber l'écoute sémantique. Bon, voilà. Mes exemples sont très simples, évidemment, mais c'est juste pour faire comprendre. Alors, on pourrait avoir la tentation de penser l'écoute réduite comme l'écoute musicale par excellence. Et certains bons auteurs pensent ça, c'est pas mon cas. Mais certains auteurs pensent que l'écoute musicale est l'écoute qui ne cherche que le son lui-même dans le son et absolument rien d'autre. Voilà. Alors, cette idée, selon laquelle l'écoute musicale serait par principe une écoute réduite, qui cherche le son et rien que le son, c'est une idée intéressante, je la crois fausse, mais enfin elle est intéressante, mais c'est une idée déjà dont il faut reconnaître qu'elle est tardive, et qu'elle est liée à ce qu'on appelle dans l'histoire de la musique absolue, c'est-à-dire la musique purement instrumentale, pour aller très vite, ça commence en gros, c'est très grossier ce que je dis, mais c'est juste pour fixer les idées, avec Haydn, avec la première école de Vienne, Haydn, Mozart, Beethoven, les quatuors à cordes, les symphonies pour violon et piano, on pourrait remonter plus loin évidemment, mais en gros c'est vers 1750 qu'on commence à faire une musique qui vaut exclusivement en elle-même, et non pas pour un texte qu'elle accompagnerait, puisqu'il n'y a pas de texte, et non pas pour une fonction sociale de type politique, religieux ou magique qu'elle viendrait soutenir, puisqu'il n'y en a pas non plus. Voilà. C'est ça qu'on appelle la musique absolue, et une musique déliée de toute signification linguistique et de toute utilité sociale, politique en tout cas ou religieuse, une telle musique dite absolue se prête en effet à une écoute réduite. En revanche, si vous écoutez la musique religieuse, une cantate de Bach, ou si vous écoutez une chanson, tout simplement, où il y a un texte, vous ne pouvez pas gommer l'aspect sémantique de ce qui est chanté. Vous ne pouvez pas gommer le texte et le fait que le texte a un sens. Donc l'écoute purement réduite n'est pas possible là. Enfin si, elle est possible, mais elle est pas, pardon, je me corrige, elle est tout à fait possible. On peut écouter sans faire attention le moins du monde au sens du texte, mais on ne peut pas dire qu'elle est musicale. Voilà. Bon,
Alors, je précise juste ici l'idée de musique, hein, puisque là je parle de musique. Il y a beaucoup de définitions de la musique. Quand j'étais venu il y a 18 mois, j'avais déjà dû employer la même, puisque j'en ai pas trouvé de meilleure jusqu'à présent. C'est celle de Bukurešliev qui définit la musique comme la production de différences qui structurent le temps sous la catégorie du sonore. Je trouve que c'est une définition merveilleuse. Le temps est structuré sous la catégorie du sonore. Et cette définition, nous la retrouve, enfin, elle nous sera utile plutôt. Voilà. Et ici, la notion de son se complexifie, et maintenant je parle du son musical. Je suis toujours dans la troisième partie, qui est un peu longue. Je parle ici exclusivement du son musical. Le son musical, qui est l'objet des désirs du musicien, au sens large du terme musicien, le son est essentiellement un composé. Et personnellement, je suis très intéressé par les différents étages de composition du son musical. Alors déjà, le son musical est un composé naturel, vous le savez tous, je pense. Si vous pincez une corde de violon, vous avez la note fondamentale, mettons le sol, si c'est la corde de sol que vous pincez, et puis vous avez une série d'harmoniques, c'est-à-dire de sons plus petits mais produits en même temps, le sol du dessus, le ré du dessus, encore un sol, un si, un ré encore, un fa, etc. Ça monte très haut, et puis évidemment, voilà. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Le son n'est jamais pur. Le son n'est jamais pur. On peut, avec des machines, à l'IRCAM ou ailleurs, étêter tous les harmoniques et avoir un son qui soit que la fondamentale. C'est un son qui met très mal à l'aise, parce que quand on entend ça, on ne sait pas ce que c'est, ça a quelque chose d'inhumain. Tellement notre oreille est habituée au son qui est une véritable colonne sonore, hein, avec le son fondamental et puis les harmoniques qui sont plus petits mais qui colorent le son et qui lui donnent sa richesse. Bon, ça c'est naturel. N'importe quel son produit par une flûte, une clarinette ou votre voix quand vous chantez est une colonne sonore d'harmonique et même de partiels. Bon, les partiels ne rentrent pas dans des rapports rationnels, contrairement aux harmoniques avec le son fondamental, mais je ne développe pas tout ça. Ensuite, le son qui est déjà naturellement composé, peut être composé artificiellement par le musicien, et peut être composé de diverses manières, par des accords, de sons ensemble, ou 3, ou 4, ou 8, ou autant qu'on veut, des combinaisons d'instruments, des sons synthétiques, et à l'extrême limite, alors ça c'est une idée qui m'a été suggérée par un musicien italien qui s'appelle Giuseppe Gavazza, je lui rends ce qui lui revient, à la limite on pourrait presque concevoir, c'est une idée un peu radicale, une œuvre entière comme un son unique. Bon, un prélude de Bach, bon c'est assez bref, mais comme un unique son, qui passe par toutes sortes de transformations, mais après tout pourquoi pas. Si on considère qu'un accord est un son, que deux accords qui s'enchaînent, dominante tonique, c'est un son plus étendu, qui vit quelque chose, pourquoi pas une pièce entière. Voilà. Ici, intervient donc, si on suit cette idée, bon cette idée elle est un peu radicale, je la trouve intéressante mais je la laisse de côté, je m'en tiens aux trois données, le composé naturel, les accords et puis ensuite les constructions plus complexes quand on fait intervenir des objets qui produisent les sons, comme des instruments de musique ou la voix humaine. On a une composition de plus en plus grande et le désir évidemment s'investit là-dedans. Je vais évoquer ici un livre que je connais bien puisque je l'ai réédité il y a 1 an et demi aux presses universitaires de Rennes. C'est un livre de Boris de Schlözer et de Marina Scriabine qui s'appelle Problème de la musique moderne. C'est donc paru, c'était paru la première fois en 1957 et donc j'en ai donné une édition savante comme on dit il y a 2 ans, en 2016. Et Boris de Schlözer et Marina Scriabine analysent, c'est un livre petit mais extrêmement riche, mais ils analysent l'histoire de la musique en Occident comme une sorte de lent développement du désir fondamental du musicien, ils emploient le terme de désir, qui est le désir de maîtriser l'intégralité de la production sonore. Le désir d'une maîtrise sur le matériau qui est poussé de plus en plus loin.
et l'invention des instruments électriques, électro-acoustiques, et puis maintenant numériques, mais eux ne les connaissaient pas, en 57 ça n'existait pas, mais les instruments, électriques, électro-acoustiques ou numériques de production du son seraient la pointe la plus extrême de ce désir ou de cette volonté, hein, ils ne distinguent pas forcément, du compositeur occidental de maîtriser l'intégralité de toutes les étapes du matériau, une prise de plus en plus puissante sur le matériau, voilà. Puisque la musique a ceci de particulier qu'elle produit son matériau, contrairement aux autres arts qui trouvent leur matériau dans la nature et qui la transforment. Mais le sculpteur ne produit pas son matériau. En tout cas, le sculpteur de taille, qui taille le marbre. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais le musicien produit son matériau et il le produit, par sa voix. Puis il le produit, si je veux dire encore plus, enfin si sans dire encore plus, quand il fabrique des machines qui produisent des sons, c'est-à-dire des instruments de musique. Voilà. Alors je signale un gros mais excellent livre sur cette question très précise, qui est un livre de Makis Solomos, qui est un musicien, théoricien de musique et disciple de Yannis Xenakis, qui a publié, donc toujours aux presses universitaires de Rennes, c'est le hasard qui veut ça, ou peut-être pas le hasard, en 2013, un gros livre qui s'appelle « De la musique au son ». Qui analyse au fond tout au long du XXe siècle la façon dont les musiciens occidentaux, disons ce qu'on appelle la musique savante, ont élargi les frontières de la musique pour y intégrer à peu près tout le monde sonore, ce qui fait qu'au terme de ce XXe siècle de musique occidentale, la distinction entre le son musical et le bruit a pratiquement disparu. Puisque toute production sonore est susceptible de faire sens musical dans une œuvre musicale. Voilà. C'est évidemment une situation tout à fait nouvelle par rapport à des siècles et peut-être même des millénaires de production musicale. Boris de Schlözer et Marina Scriabine avaient d'ailleurs en 1957 une formule assez extraordinaire qu'ils disaient jusqu'à présent le musicien se servait des sons pour faire de la musique, et maintenant il se sert de la musique pour faire des sons. C'est une formule, un peu étonnante, mais qui va dans le même sens. J'en viens au quatrième point, que j'appelle désir de bruit, désir de musique. Désir de bruit, désir de musique. Donc je laisse les langues naturelles et je garde dans le royaume du sonore ici le bruit d'un côté, les musiques de l'autre, dont je viens de dire qu'elles s'étaient, que la distinction tendait à s'effacer dans la musique savante occidentale du XXe siècle, hein, pas partout, hein, bon, bien sûr. Mais là, je reprends cette distinction qui est usuelle. Alors, qu'est-ce que le bruit, qui n'est pas la musique, donc acoustiquement, on appelle traditionnellement bruit, donc là on oublie ce qui se passe en musique occidentale depuis 1950. Hein. Acoustiquement, on appelle bruit une structure sonore de fréquence non périodique. Ça c'est de l'acoustique. Hein. Une fréquence non périodique, une fréquence qui ne peut pas se décider sous la forme de sinusoïde. Pour être beaucoup plus simple, on ne peut pas dire la hauteur d'un bruit. Il y a des instruments de musique dans l'instrumentarium occidental qui sont des instruments qui font du bruit. Par exemple, la grosse caisse ou par exemple les cymbales. Une cymbale, on ne peut pas dire quand on les frappe si c'est un sol, un la, un si, un do, ça n'a pas de sens poser cette question. Ça produit un son bruiteux à fréquence non périodique et auquel on ne peut pas attribuer une hauteur. En revanche, les timbales, elles sont sol ou sol dièse ou la ou si bémol, enfin elles ont une hauteur parfaitement déterminée. Bon, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a des instruments qui font du bruit et pas de la musique dans l'orchestre et depuis très longtemps. Donc acoustiquement, un bruit, c'est un son de structure de fréquence non périodique. Le bruit, ça peut être aussi le son non désiré. Une musique que vous adorez, mais que votre voisin vous inflige à un moment où vous ne souhaitez pas l'entendre, c'est du bruit insupportable. Ça, c'est le sens psychologique de bruit. Troisièmement, j'ai cru que vous me faisiez signe, mais ce n'était pas à moi. Troisièmement, dans la théorie de l'information, vous savez, on appelle bruit
la perturbation d'un signal sonore quand on dit quelque chose à quelqu'un et que dans d'autres manières de nous exprimer, le message n'est pas assez clair ou est troublé. Pour lutter contre le bruit, rien de tel que la redondance, de dire deux fois la même chose sous deux formes différentes, ce qui permet d'éviter la perturbation. Et puis enfin, bien sûr, le bruit, c'est ce qui n'est ni parole ni musique. Alors, bon, c'était juste un petit rappel, ça. Le désir de bruit me paraît une donnée fondamentale dans l'existence humaine. Et quand je dis désir de bruit, c'est moins le désir de bruit que le désir du bruyant. Bon, c'est le goût des enfants pour le vacarme joyeux, pour taper, pour faire du bruit. C'est plaisant de faire du bruit. Et ça vous plaît aussi, ça nous plaît. Bon, il y a d'ailleurs une utilisation sociale de ce désir de bruit dans certaines circonstances, par exemple ce qu'on appelle le charivari, qui a disparu pratiquement de nos sociétés, je crois, mais qui était encore en Europe très vivant jusqu'à la fin du XIXe siècle, d'après les historiens, qui consiste à sanctionner un comportement qui n'est pas illégal ni immoral, mais qui est considéré comme pas très convenable quand même, en faisant un bruit de tous les tonnerres de Dieu. Par exemple, dans les campagnes françaises au XIXe siècle, si une veuve se remariait avec un homme qui était assez sensiblement plus jeune qu'elle, vous voyez, les conditions sont précises. Une veuve qui se remarie avec un homme sensiblement plus jeune qu'elle, eh bien, c'est pas illégal, c'est pas immoral, c'est pas contraire à la religion ni aux bonnes mœurs, mais voilà. C'était sanctionné par un charivari dans les campagnes qui durait une nuit, qui durait, enfin voilà, mais voilà. Bon, Lévi-Strauss dans les mythologies a d'ailleurs comment dirais-je, des interprétations tout à fait intéressantes de ça, mais je ne développe pas ce point. Il pense que c'est une espèce d'attitude absolument archaïque dans l'espèce humaine qui considère que quand un ordre habituel est déréglé, il faut, pour calmer des puissances obscures, sanctionner ça par du bruit. Et qu'une fois qu'on a fait suffisamment de tapage, ça va, c'est réglé, on passe à autre chose. Bon. Ça a disparu, je ne dirais pas que ça a totalement disparu. Mais enfin, bon, ça n'est plus une pratique sociale, en tout cas en Europe aujourd'hui, le charivari, mais c'est quelque chose qui a duré très 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 longtemps. Hein. Voilà. Et donc ce désir de bruit, y compris les utilisations sociales du bruit, sont le matériau à partir duquel et contre lequel va se construire ce qu'on appelle la musique. Et je vais reprendre une formule d'Adorno que j'aime beaucoup. Je vais sans doute la détourner, je ne m'occupe pas de ce que vous voulez dire exactement Adorno, hein. Je lui prends la formule et je la transforme à ma manière. Mais il dit que la musique est à la fois la manifestation de l'instinct et la protestation contre l'instinct. Bon. Et je trouve ça très fort, sans m'occuper de ce qu'il voulait vraiment dire. Hein. La musique est la manifestation de l'instinct et la protestation contre l'instinct, les deux à la fois. Eh bien, je dirais que la musique est à la fois protestation contre le bruit et manifestation du bruit. Ou plus exactement, que la musique est manifestation du désir de bruit et protestation contre le désir de bruit. Les deux à la fois. Je vais donc vous montrer rapidement en quoi la musique est protestation contre le désir de bruit. Elle est une manière de civiliser le désir de bruit, elle est une manière de le transformer, de l'altérer, bon, mais en même temps, au sein même de cette protestation contre le désir de bruit, comme tel, réapparaît. Alors ça, c'est passionnant, enfin à mon avis. Donc, premièrement, protestation contre, hein, le désir de bruit est là, et le musicien va avoir comme désir de second degré, si on peut dire, de prendre ce désir, de le transformer, de le canaliser, de le civiliser, j'ose pas dire le sublimer, parce que je ne sais pas très bien ce que veut dire ce mot-là, je ne suis pas compétent, mais de l'affiner, en tout cas de le complexifier et d'en faire autre chose. Bon, et donc le désir de musique se construit dans le désir de bruit, mais contre le désir de bruit. Alors, première manifestation, à mon avis incontestable, c'est la structuration du continuum sonore. Michel Sion, le disciple donc de Pierre Schaeffer, hein, dont je parlais tout à l'heure, dit très justement dans son livre qui s'appelle Leçons, qu'au fond le bruit est toujours du côté du continuum. Le bruit, on ne peut pas lui donner une hauteur déterminée. Hein. C'est en cela qu'il est du côté du continuum, du continu.
Bon, alors que la musique commence toujours par un geste de discontinuité ou de discrétisation, comme on dit savamment, du continuum sonore. Dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, à toutes les époques, il y a une discrétisation du bruit. Discrétisation, ça veut dire construction d'intervalles. Construction d'intervalles. Et c'est absolument fascinant, d'ailleurs c'est vertigineux, parce que quand on met le nez là-dedans, on peut y rester jusqu'à sa mort sans avoir tout épuisé. Toutes les sociétés, dans l'intervalle d'octave, du do au do, vont découper des intervalles. Bon, chez nous, c'est la gamme chromatique, mettons. Enfin, on va dire pas depuis très longtemps. Hein. Bon, c'était pas comme ça au Moyen-Âge, mais chez les Grecs, c'est autrement. En Inde, c'est autrement. En Perse, en Iran, c'est autrement, etc., etc. Dans les civilisations arabes, c'est autrement. Enfin, chez les Chinois, c'est encore autre chose. Toutes les civilisations découpent le continuum sonore et produisent des intervalles qui ne sont pas naturels, qui sont socialement construits. S'ils étaient naturels, j'imagine qu'ils seraient à peu près les mêmes partout. Or, certains sont peut-être plus efficaces que d'autres. Bon, je ne rentre pas dans ce genre de discussion, mais toutes les sociétés construisent ce qu'on appelle des échelles, et puis ensuite des gammes ou des modes. Bon, voilà. Or, ça, c'est cette structuration discrétisante du continuum sonore par l'instauration d'intervalles, comme de do à do dièse, ou de do à ré, ou de do à mi, enfin, vous voyez, c'est la base de la musique, en tant que la musique n'est pas le bruit. En tant que la musique n'est pas le bruit. Parce que si, entre le do et le do dièse, dans la gamme chromatique occidentale, il n'y a rien. Bah, il y a d'autres civilisations où il y a quelque chose. Par exemple, dans la musique populaire hongroise, entre le do et le do dièse, il y a le quart de ton, qui n'existe pas dans la musique tonale usuelle, enfin la musique tonale tout simplement, mais qui existe dans d'autres civilisations. Bon, donc ces échelles ne sont pas les mêmes partout, mais partout il y a des échelles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les médiations techniques complexes. Le désir se réalise par des médiations techniques. Et les médiations techniques, elles prennent du temps, elles ralentissent le désir, elles le complexifient. Pour faire du bruit, c'est facile. Hein. Si vous étiez pris d'une sorte de folie, comme dans un film, etc., on pourrait se mettre tous à hurler, à faire du bruit, à taper. On peut faire un tapage formidable. Hein. On pourrait faire une sorte de performance collective. On aurait pas mal d'outils ici, avec ces chaises amovibles, mais vous trouveriez bien, on pourrait faire un tapage de tous les tonnerres. C'est très facile de faire du bruit. C'est très très facile. En revanche, si on décidait de chanter même quelque chose d'assez simple, ce serait pas si facile pour qu'on soit tous ensemble, qu'on parte tous sur la même note. Bon, ce que je dis est un peu enfantin peut-être, mais c'est pour faire comprendre que la médiation technique de la production musicale du son est tout à fait autre chose que la production de bruit. Voilà. Alors évidemment, si on prend en compte les instruments de musique, bon, qui est une chose qui m'intéresse beaucoup évidemment, on a une médiation technique particulièrement complexe. Hein. Inventer un instrument, le fabriquer, la plupart sont extraordinairement complexes, et puis apprendre à en jouer, ce qui demande 10 000 heures, dit Richard Sennett, pour jouer. Il paraît qu'il faut 10 000 heures pour être un véritable professionnel du violon ou de la flûte. Tout ça, ce sont de sacrées médiations entre le désir et sa réalisation. Voilà. Le temps passe, donc je ne développe pas davantage. Ça, c'était la musique comme protestation contre le désir de bruit. Mais peut-être que ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est la musique comme expression de ce désir. Bon, ce qui a l'air contradictoire. Et dans la musique se retrouve, et je veux dire dans la musique la plus officielle, la plus bourgeoise, bourgeoise ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez, la plus culturelle, la plus élitiste. Hein, c'est peut-être élitiste, enfin j'aime pas non plus. Bon, bref, dans la musique de concert, voilà. Pardon ? Policée, merci Frédéric. Dans la musique la plus policée se retrouve ce désir de bruit. Bon, je voulais vous lire un texte d'André Scheffner, mais je n'ai pas le temps, je vais laisser de la place à la discussion, qui est dans l'origine des instruments de musique en 1936. Je vais prendre un texte de Michel Chion, toujours le même, dans son livre Leçons, page 179. Je résume juste son idée, puis ensuite je lis quelques extraits. Il dit au fond,
même dans la musique donc la plus policée, la plus classique, il y a du bruit. Le compositeur aime le bruit, mais les musicologues, les musiciens, les mélomanes ne s'en rendent pas compte. Pourquoi ? Parce que ces bruits sont notés dans les œuvres, sur les partitions, et comme c'est noté, on ne se rend pas compte qu'en fait c'est du bruit. Et je prendrai juste 2 exemples, qui peut-être vous parleront. Les notes très graves, à la contrebasse par exemple, comme celle de Wagner au début de l'Or du Rhin, le mi bémol initial, qui est d'ailleurs, la note la plus grave d'une contrebasse c'est un mi, donc il faut détendre la corde pour qu'elle puisse faire le mi bémol. C'est à peine une note. Et c'est ce qu'il voulait, Wagner. C'est un son bruiteux, c'est du bruit. En plus, la contrebasse, c'est pas fait pour ça. Ou bien alors, dans les œuvres d'orgue, quand on prend la pédale la plus grave, qui est en général un La, ça dépend, mais un La très grave, et qu'on met un bourdon de 32, 32, ça veut dire que c'est 2 octaves en dessous de la note écrite. Mais on entend un ronflement en réalité. Si on veut être honnête, moi j'ai fait un peu d'orgue dans ma jeunesse, et c'est un instrument qui m'intéresse beaucoup, vous appuyez sur la note la plus grave avec un bourdon de 32, ne dites pas que vous entendez un La, vous entendez un ronflement. Et vous voyez le grand Jean-Sébastien Bach qui met ça tranquillement, et il sait très bien que ça fait du bruit. Simplement, l'analyste de la partition, il voit un La, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est un La, il est tranquille. Sauf que ce qui est cherché, c'est du bruit. Deuxième exemple, ce qu'on appelait les agréments dans la musique du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, c'est-à-dire tous ces ornements, les pincées, les ports de voix, les trilles, les appoggiatures, les accaciatura, il y en a plein, que le claveciniste, le violoniste, la chanteuse, le chanteur, etc., peuvent ajouter un peu à leur convenance, mais que parfois le musicien a écrit lui-même, mais ce sont des bruits. La cacciatura consiste à jouer en même temps 2 notes voisines d'un demi-ton. Au XVIIe siècle, vous jouez à la fois le Ré et le Mi bémol. Enfin, si c'est pas un bruit, ça, mais c'est écrit sur la partition, donc ça va. Alors, et c'est très bien comme ça, mais ce désir de bruit, il est dans la musique. Toute une partie, c'est Michel Chion qui parle, toute une partie de l'écriture instrumentale classique consiste en frémissement, bruissement, pétillement, craquement, ronflement. Les notes répétées ou les trilles dans les sonates pour clavecin de Scarlatti sont bien écrits pour faire entendre des stridulations et des crépitements. Les tenues graves au pédalier dans l'œuvre pour orgue de Bach éveillent des grondements et des grommellement entendus comme tels, mais justifiés et comme excusés par le contexte musical et la source instrumentale. Ce qui masque à l'oreille, à l'œil et à l'esprit des musicologues classiques cette part de bruit, c'est le fait que sur la partition, les effets destinés à les produire sont notés avec le même symbole que les notes. Mais lorsqu'un compositeur écrit pour le grave extrême des contrebasses, ou pour le suraigu des violons ou de la flûte piccolo, ou quand il entasse les notes dans un étroit couloir de hauteur créant des masses complexes, il ajoute à la recette musicale classique, les notes, sa part de bruit. Voilà. Je crois que il y en a 2 pages comme ça, je ne peux pas tout vous lire. Mais c'est formidable et je crois que c'est parfaitement vrai. Ça c'est la musique la plus classique. Au XXe siècle, déjà au XIXe, au XXe siècle, ça n'a fait que s'amplifier. Il y a l'intégration délibérée, j'y faisais allusion au tout début de mon propos, de ce qu'Hervé Lacombe appelle le potentiel refoulé des instruments de musique. Le potentiel refoulé, c'est dans un instrument les sons qui sont interdits parce qu'ils ne sont pas corrects par rapport à l'esthétique musicale de l'époque. Une flûte, un violon, un clavecin peuvent produire toutes sortes de sons qui ne sont pas du tout corrects pour le XVIIe, pour le XVIIIe siècle. Mais au XXe siècle, ces sons incorrects, et Hervé Lacombe, dans son article sur l'identité historique des instruments de musique, dit que ce sont des sons refoulés. Ces sons refoulés font retour, ils sont acceptés, ils sont même mis en avant, et les musiciens, enfin certains musiciens du XXe et maintenant XXIe siècle vont délibérément faire produire aux instruments les plus classiques, les plus traditionnels, comme un violon ou une flûte, toutes sortes de sons qu'on s'interdisait jusqu'à présent de produire. Tout le potentiel sonore est au fond légitimé, alors que jusqu'au XXe siècle, seule une partie du potentiel sonore d'un instrument était légitimée. Et aujourd'hui, c'est la noise music
c'est le bruitisme. Et puis alors, pensez à l'histoire de la guitare électrique. Hein. Le son saturé de la guitare électrique qui va chercher de produire des sons qui sont évidemment complètement neufs et par rapport à l'histoire traditionnelle de cet instrument très ancien qu'est la guitare acoustique. Bon, voilà. Enfin, bon, je saute 2 ou 3 choses qui sont pas très importantes. Pour terminer ce point B de la 4e partie, j'en ai encore une 5e, mais j'irai beaucoup plus vite. Cette expression du désir de bruit dans la musique la plus classique, c'est aussi la complexification de plus en plus grande de l'orchestre et la démesure sonore. La musique passe souvent pour l'art de la mesure, hein, ars bene movendi, disait-on au Moyen-Âge, hein, l'art de bien se mouvoir, ou ars bene modulandi, bon, c'était l'art de la mesure, de la bonne proportion, de l'équilibre, très bien, mais cette musique vouée à la mesure devient démesurée, ça commence au XIXe siècle à peu près, quand l'orchestre gonfle, et qu'on finit par avoir la 3e symphonie de Mahler qui dure 1h20 et où il y a 125 musiciens. Bon, et avec une complexité sonore, une intensité, une violence sonore. Berlioz avait commencé, Wagner a continué, Mahler puis Strauss, Richard Strauss, ont encore amplifié le phénomène jusqu'à des niveaux d'intensité sonore presque insupportables. Et bien entendu, dans les musiques populaires à sons amplifiés, le volume est encore plus effrayant, jusqu'à parfois, vous le savez bien, mettre en danger l'oreille d'ailleurs, hein, et le système auditif. Il y a quelque chose qui a un rapport avec le désir de bruit. Voilà. Allez, je passe vite à ma 5e partie. Donc on a vu le désir de l'écoute, le désir dans la production. 5e et dernier point, désirer des sons qui n'existent pas, la part d'utopie. Nous franchissons un dernier pas. J'évoque juste ici le nom d'Ernst Bloch, qui était un grand marxiste utopique et utopiste du XIXe siècle, du XXe siècle, et qui a écrit il y a exactement 100 ans d'ailleurs, en 1918, le grand livre qui s'appelle Geist der Utopie, hein, Esprit de l'utopie, qui est un livre qui porte sur la dimension utopique de la musique. Hein. Il a écrit, c'est important, je le signale au passage, dans les tranchées, il était mobilisé dans l'armée allemande, il était allemand, il a écrit dans les tranchées côté allemand pendant la guerre de 14-18, et il disait que c'était sa contribution à la lutte contre la guerre. Bon. Contre la guerre. Bon, je laisse. Et voilà, c'est un livre énorme. Enfin, non, le livre n'est pas très gros en taille, mais il est énorme dans son contenu, il brasse beaucoup de choses. Mais il y a cette idée que la musique permet la saisie de ce qui n'est pas encore, le Noch nicht sein, qui est le grand concept de l'utopisme d'Ernst Bloch. Le Noch nicht sein, ce qui n'est pas encore, mais qui peut être là. Et il pense le son, et notamment le son musical, comme étant la voix, VOX, la plus juste, la plus expressive, la plus puissante, pour faire vibrer ce qui n'est pas encore et qui doit être, c'est-à-dire l'utopie. Bon, alors en 1918, il pensait à l'utopie communiste, marxiste, enfin bon, beaucoup de choses se sont passées depuis, naturellement, hein, mais le livre garde son intérêt. Bon, alors, sans aller jusqu'à Ernst Bloch, qui voyait toute une société juste et égalitaire dans le son musical, enfin dans l'utopie du son musical, bon, disons qu'au fond, la pulsion organopoïétique de l'humanité, la pulsion à inventer sans cesse de nouveaux instruments de musique, de nouvelles manières de jouer des instruments existants, de nouvelles œuvres, de nouvelles musiques. Il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui me fascine. Bon, il y a quelque chose qui est... on cherche des sons. Et si vous interrogez des luthiers, qui non pas le luthier qui fabrique des instruments déjà existants, hein, ce qui est un métier admirable et difficile, mais le même, il y aura éventuellement à un autre moment de la journée, qui invente des instruments qui n'existent pas, comme s'il n'y en avait pas assez. Bon, mais il n'y en a pas assez, alors qu'il y en a plus de 12 000 répertoriés, plus de 12 000 types d'instruments répertoriés, au moins, hein, c'est un minimum. Mais bon, pourquoi ? Parce qu'on cherche des sons, et on désire quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on peut faire exister par le désir et la technique.
Et je saute de 3 épisodes, là je dis vraiment l'essentiel, pour ne pas dépasser les 60 minutes. Et je vais revenir au thème de l'improvisation, qui nous intéresse tous, puisqu'il me semble que dans l'ordre du désir, pas d'un nouvel instrument quoique, mais l'improvisation est probablement une des formes de production musicale où se voit presque à nu le désir qui meut le musicien, à mon avis. Alors l'improvisation, bien sûr, je parle de l'improvisation professionnelle de quelqu'un qui a la maîtrise technique de son instrument. Je ne parle pas de l'impro de base, je parle vraiment de l'improvisation du grand, quoi, de quelque instrument qui joue, que ce soit du jazz, du classique, de tout ce qu'on veut, des musiques populaires, ça n'a aucune importance. Mais sur la base de la maîtrise technique. Et je vais évoquer ici un philosophe dont vous connaissez sans doute le nom, qui est Feuerbach, l'auteur en 1841 de l'essence du christianisme, Das Wesen des Christentums. Qu'est-ce que l'essence du christianisme vient faire ici? Feuerbach a une idée que je trouve tout à fait extraordinaire. Il dit la prière, c'est le contraire de la technique. Le miracle, c'est le contraire de la technique. Pour un esprit religieux, pour un esprit luthérien ou catholique, il pense aux différentes religions chrétiennes. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est la satisfaction immédiate du désir. C'est le contraire de la technique, qui est la satisfaction médiate du désir. Et d'ailleurs, Feuerbach était un matérialiste. Quand la technique progresse, le miracle recule. C'est un peu sommaire, mais enfin, voilà. Quand l'humanité a les moyens techniques de guérir les maladies, eh bien, elle n'attend plus un miracle venant de la Sainte Vierge à Lourdes ou de quelque chose comme ça. Donc, le miracle, c'est la satisfaction immédiate du désir, c'est l'abolition de la distance temporelle entre le désir et sa satisfaction, dit Feuerbach. Eh bien, c'est la simultanéité temporelle, enfin la simultanéité entre le désir et sa satisfaction sans médiation technique. Il ne croit pas au miracle, bien sûr, il essaye d'analyser les racines de la croyance au miracle dans l'esprit humain. Bon. Eh bien, il me semble que l'improvisation musicale réalise quelque chose comme un miracle au sens de Feuerbach. Alors, évidemment, étant entendu que l'improvisation musicale suppose une maîtrise technique extraordinaire. Bon, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a dans l'improvisation musicale, je crois, une sorte d'accomplissement immédiat du désir, la simultanéité est préparée bien sûr par un intense travail technique de la part du musicien, mais dans l'improvisation, solitaire ou encore plus à plusieurs, il y a la réunion des différents moments du désir du son, l'écouter, le faire, le construire. Au fur et à mesure que le musicien talentueux et maître de son instrument improvise, il crée son désir et il le réalise dans l'immédiateté de son geste d'improvisation. Conclusion. Un point que j'aurais souhaité développer, mais j'ai pas le temps, c'est pas grave, je vous le dis juste, c'est ma conclusion. Il me semble que la musique nous donne l'exemple d'un désir qui se construit dans sa satisfaction. Le désir, on vient de le voir très rapidement pour l'improvisation, mais je pense que ça pourrait être généralisé à l'œuvre, à toutes les œuvres. Vous prenez une œuvre classique, une sonate de Mozart, mettons, si vous aimez ça, ce serait dommage de ne pas aimer d'ailleurs, c'est quand même très bien, mais si vous aimez ça, mais prenez un autre exemple si vous préférez, l'exemple m'est égal, quand l'œuvre se déploie, là je vous mets en simple position d'auditeur, ni en position de compositeur, ni même en position d'interprète, mais simplement d'auditeur. Mais quand vous écoutez une musique que vous aimez, la musique que vous écoutez relance sans cesse le désir de sa propre perpétuation. Ou alors c'est qu'elle est ratée. Bon, comme dit Boukrechtiev, toujours le même, comment ne pas ennuyer quand on est compositeur ou improvisateur? Comment ne pas ennuyer? Comment relancer le désir de continuer l'écoute au fur et à mesure que l'œuvre avance? C'est le talent du musicien, quel que soit le genre musical dont il s'occupe. Et donc, la musique se relance perpétuellement et elle construit le désir du sonore dans la satisfaction même du désir du sonore. Voilà, moi je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant et qui est un peu différent de ce qu'on trouve dans les autres arts. On ne pourrait pas dire ça
bien sûr de la peinture, de la sculpture, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais je ne crois pas qu'on puisse dire ça non plus du roman ou même du théâtre. Bon, il faudrait peut-être voir, mais il me semble que c'est un peu différent, dans la mesure où il y a appui sur quelque chose d'extérieur. Mais j'ai tort d'ouvrir cette parenthèse qui va prendre du temps inutile. Donc je m'en tiens là. Voilà, je vous remercie. 59 minutes. Hein. Quel exposé a le temps. Ça finit comme ça en apothéose en fait. Je t'ai parlé, je me disais bon d'accord, on commence par ce que tu fais comme ça, comme des choses connues, des consensus, et puis plus tu avançais et plus on arrivait sur des propositions à la fois très singulières, très originales et en même temps qui moi de mon côté me parlait de plus en plus, notamment avec la fin, ton final. Au final. Sur l'improvisation. Je vais peut-être juste prendre quelques points comme ça, peut-être pour relancer la discussion, et puis ça permettra à chacun aussi réfléchir à sa prise de parole. Peut-être un des premiers points qui me venait en t'écoutant, est apparu avec une expression que tu as utilisée, prêter l'oreille. Quand tu as distingué les 4 écoutes, de chauffeur ou de chion, ça dépend les œuvres, tu as indiqué chacune de ces écoutes mobilise un certain type de désir. Attraper quelque chose en prêtant l'oreille. Prêter l'oreille, et c'est quand même une expression qui est particulière. Moi, je me demandais, mais ça a commencé à ouvrir mon questionnement du côté et l'autre. Parce que prêter l'oreille, on la prête à qui? Tu vois, l'expression prêter l'oreille, qu'est-ce qu'elle implique? Et cette idée de la fonction de l'autre, finalement, dans l'écoute, dans ce que tu essayes de construire, elle est réapparue à un autre moment quand tu as parlé justement de ce désir de maîtrise de l'intégralité du matériau sonore. Le musicien produit son matériau de plus en plus. Et c'était une discussion que j'avais avec un saxophoniste de jazz qui s'appelle Raphaël Imbert, qui a écrit ce travail sur les prophètes, etc., dans la musique nord-américaine. Et Raphaël me disait, de plus en plus, les musiciens, effectivement, ils essayent d'avoir la maîtrise de leur son, etc. Ils veulent, j'ai mon son. Et il me dit, mais moi j'ai arrêté ça. À partir du moment où j'ai compris que je passais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, par soit un ingénieur du son, soit l'acoustique, que je ne maîtrise absolument pas de la salle, et du coup j'en passe forcément par l'autre aussi. C'est-à-dire que... et il a bien raison. Voilà, j'ai beau essayer d'avoir le fantasme de produire et d'être maître de mon son, en fait, je ne suis jamais maître de mon son, ce qui laisse encore pointer la dimension en fait, de l'altérité, on pourrait dire, dans ce travail d'écoute et de production. Alors ça serait peut-être ma première question. Est-ce que justement dans la façon dont tu as présenté les choses, est-ce qu'il y avait une place aussi pour la question de l'altérité, autre qu'une altérité aux aguets, puisque tu as surtout, ou l'altérité de la séduction, mais tu as surtout évoqué ce type de rapport-là. Alors. Ça, c'était peut-être ma première question. Et puis alors, la deuxième, je vais peut-être laisser de côté la question de l'improvisation, je ne sais pas, on verra, mais alors la deuxième, c'est cette articulation que tu proposes entre la protestation contre le désir de bruit et la manifestation du désir de bruit. Enfin, avant même que tu en parles, quand tu as dit le désir de bruit, c'est une donnée fondamentale, le désir du bruyant. Et tu le sais, bruyant, c'est aussi un des épithètes de Dionysos. Dionysos, le bruyant. Et je me demandais, quand tu parles de cette articulation comme ça entre protestation contre le désir de bruit et en même temps le bruit, qui est sans cesse là, sans cesse relancé, sans cesse à l'œuvre dans ce qui vient essayer de le polisser,
Alors, est-ce que, par exemple, l'articulation Dionysos-Apollon est une possibilité pour entendre ça? Mais surtout, je me demandais, moi, de quel modèle théorique tu te saisissais justement pour essayer peut-être de penser, à moins que ce ne soit pas encore à l'ordre du jour pour toi, mais de penser cette articulation entre à la fois la protestation et l'expression, qui est, d'une certaine façon, on pourrait dire, quand je disais policé, il y a le côté apollinien et puis il y a à la fois le côté dionysiaque qui revient sans cesse, etc. Alors ça pourrait être, par exemple, une formalisation, Nietzscheenne peut-être de ça, mais est-ce que toi tu avais en tête quelque chose d'autre ou d'autres modèles théoriques dans ton appareillage philosophique qui te permettrait de penser les deux, en sachant que pour nous c'est vraiment c'est une question essentielle en fait. C'est une question essentielle, notamment d'autant plus quand on travaille sur les médiations thérapeutiques par l'art, qui sont sans cesse en train à chaque fois c'est une tentative renouvelée pour voir comment on peut faire tenir cette articulation entre à la fois une protestation contre quelque chose qui est de l'ordre de la démesure et en même temps la relance de cette démesure. C'est comment on peut s'appuyer sur cette démesure et en même temps la mettre en forme. Donc pour nous c'est une question essentielle de la clinique et de la clinique des médiations. Et alors que tu proposes cette articulation-là, enfin moi je trouvais ça, j'avais envie de peut-être d'en savoir plus en termes de modélisation, si c'était à l'ordre du jour pour toi. Et éventuellement après on parlera de l'improvisation, mais il y aura peut-être d'autres questions. Merci Frédéric. Moi j'ai entendu 3 questions et pas 2, mais c'est pas grave. Prêter l'oreille, question de la maîtrise et protestation-manifestation. Alors prêter l'oreille, je vais aller assez vite parce que la fonction de l'autre, oui, ça c'est une question très importante, mais moi j'entendais prêter l'oreille sans forcément il y ait un autre sujet humain. On peut prêter l'oreille à un bruit, on peut prêter l'oreille à une cascade, on peut prêter l'oreille au rugissement d'un animal, on peut prêter l'oreille à une machine, au bruit fait par une machine. Donc, il n'y a pas forcément un autre, il peut y avoir un autre, mais moi, c'est plutôt prêter l'oreille au bruit en tant qu'il m'indique où sa source. Alors, si c'est un sens, au sens l'écoute sémantique, ça bien sûr, il y a un sujet parlant. Mais voilà. Donc c'est effectivement voilà, je m'arrête pas plus. Alors, ta deuxième question et ta troisième question m'intéressent énormément. Alors, désir de maîtrise du matériau sonore, alors c'est tout à fait juste ce que dit Raphaël Imbert, à savoir que de toute façon, cette volonté de maîtrise qui est presque parfois un peu effrayante chez les musiciens d'aujourd'hui, elle se heurte aux limites que tu as dites, à savoir ils ne maîtrisent pas l'acoustique de la salle, ils ne maîtrisent pas ce que font les ingénieurs du son, etc. Et moi ce qui me frappe, c'est que cette volonté de maîtrise, elle les pousse à vouloir, ne pouvant maîtriser le matériau, maîtriser, alors là c'est des conséquences sociales et même politiques, en tout cas institutionnelles, maîtriser les personnes qui maîtrisent des paramètres qui leur échappent. J'étais il y a 1 an à Grenoble chez Claude Cadoz dans ce magnifique laboratoire qui s'appelle la Creux, qui porte sur, il fabrique des tas de machines à faire de la surinstrumentalité, enfin bon, et il y a eu des discussions très intéressantes avec des techniciens, tout ça dans une atmosphère très amicale, très amicale, très apaisée disons, mais enfin des techniciens qui expliquaient, qui revendiquaient d'être considérés comme eux aussi des musiciens. Et non pas simplement des techniciens. Parce qu'il y a un peu de lutte des classes dans ce monde-là. Je parle de la musique contemporaine. Il y a le compositeur qui donne les instructions, et puis les techniciens qui, eux, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour que exactement le grain, le volume, la masse, etc., sonore voulue par le musicien, soit produite par l'ensemble des machines et sorte sous forme de signal dans le haut-parleur. Et j'ai appris, moi j'ai un peu découvert ça à cette occasion, je dois dire, j'ai appris que ce genre de conflits presque syndicaux, mais qui sont aussi des conflits pour la légitimité, pour la reconnaissance symbolique, c'est pas pour l'argent, c'est pour la reconnaissance symbolique. Et par exemple, très concrètement, est-ce que les noms des techniciens sont ou ne sont pas sur les enregistrements, sur les mises en ligne? J'ose plus parler de pochettes de disques parce que ça n'existe plus, mais enfin, tu vois, voilà. Et ça, c'est vraiment une question très, très intéressante, parce qu'il y a des musiciens qui sont très sensibles à ça, c'est le cas de Claude Cadoz, mais il y a d'autres musiciens qui considèrent que les techniciens sont à leur place, qui sont payés pour faire le boulot et qui ne sont pas des musiciens. Et alors là, ça crée des tensions terribles. Ce qui fait que la maîtrise sur le matériau devient maîtrise sur les personnes qui produisent le matériau que vaut le musicien. Moi, je trouve que ça révèle ce qu'il y a d'un peu effrayant dans cette volonté de maîtrise absolue.
Bon, puisque c'est aussi lié à la disparition de l'interprète. L'ennemi du compositeur, ça devient l'interprète. Je veux pas être trop long, mais c'est vraiment un truc important. Je veux dire, au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les grands siècles de la musique écrite classique, les interprètes faisaient ce qu'ils voulaient. Enfin, je veux dire, les compositeurs leur faisaient confiance. De toute façon, c'est même pas qu'ils leur faisaient confiance, ils n'avaient pas le choix. Bon, la musique était imprimée, les interprètes en faisaient ce qu'ils voulaient, et M. Scarlatti ou M. Bach ne pouvaient pas les contrôler. La façon dont ces pièces étaient jouées à 300 ou à 600 km de chez lui. Hein. Bon, et puis de plus en plus, le compositeur a voulu prendre la maîtrise sur l'interprète par la multiplication des instructions en langue naturelle ou en langue codée sur les partitions. Pour donner de plus en plus d'instructions sur la manière de jouer. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire du pianola. Quand on invente au début du XXe siècle, du XXe siècle, excusez-moi, c'est bien le pianola, j'espère que je ne trompe pas de nom d'instrument, une sorte de piano tel que l'interprétation est immédiatement gravée sur un disque c'est pas un disque, c'est un rouleau qui peut ensuite être rejoué. Et certains compositeurs comme Stravinsky, qui était tout jeune à l'époque, il dit c'est formidable. Il avait 25 ans, Stravinsky, il dit c'est formidable, comme ça il n'y aura plus besoin d'interprète, c'est moi qui vais jouer mes pièces et elles seront pour toujours entendues comme je les ai jouées moi-même. Bon, c'était une illusion parce que la machine ne marchait pas très bien, parce que les résultats étaient aléatoires, parce que les rouleaux se cassaient, tant mieux d'ailleurs, mais voilà, il y a ce vieux désir, si on pouvait se passer d'interprète. Et quand la musique a été fabriquée directement, enfin c'est ce que pouvait appeler l'enregistrement constitutif, quand l'enregistrement ne vient pas enregistrer une performance, mais quand l'enregistrement est l'œuvre elle-même, comme dans la musique rock, enfin une partie de la musique rock, comme dans beaucoup de musique contemporaine maintenant, le musicien très content se dit je suis débarrassé de l'interprète. Il n'y a plus d'interprète, puisque l'œuvre elle est directement là. Il n'y a plus le musicien ou le compositeur? C'est le même. C'est ce que j'appelle le musicien, c'est le compositeur. Pardon, tu fais bien d'apporter de la précision. Le compositeur est très content, il n'y a plus d'interprète. Mais manque de bol, il n'y a plus d'interprète, mais il y a le technicien. Et il retrouve le même problème. Voilà. Bon. J'étais un petit peu expéditif, hein, mais c'est pour faire comprendre quelque chose de bon. Et moi, je trouve très bien que le compositeur, j'admire beaucoup les compositeurs, etc. Mais cette volonté de maîtrise totale, ce désir de maîtrise absolue, a quelque chose d'un peu effrayant. Et je suis content qu'il y ait eu, avant les interprètes et maintenant, pour une partie de la musique savante en tout cas, et de la musique populaire aussi, les techniciens qui viennent rappeler que non, on ne maîtrise pas entièrement un processus, même si on est un génie musical. Troisième question. Ta troisième question m'a énormément intéressé, ça va bouillonner. Alors, je dis tout de suite que non, je ne pensais pas du tout à Nietzsche. Et que non, Dionysos Apollon, ici, c'est pas mon affaire. C'est très intéressant, mais La naissance de la tragédie est évidemment un livre extrêmement compliqué, mais Apollon est quand même du côté de l'image. Apollon, c'est quand même le flux des images, et Dionysos, c'est la puissance élémentaire du son, comme dit Nietzsche. Et puis bon, alors bien sûr, ensuite, il y a des combinaisons entre Dionysos et Apollon, mais bon, enfin non, c'était pas Nietzsche. Voilà. Alors, quel modèle théorique? Là, il faudrait que j'y réfléchisse davantage, mais je pense j'en ai au moins un, et je n'avais jamais songé au rapprochement, c'est ta question qui me fait penser. Au fond, c'est la théorie de la démocratie. C'est du côté de la politique. La théorie de la démocratie représentative, je m'explique. Il y a probablement je réfléchis pour ne pas être trop long, donc je prends un peu de temps pour aller droit à l'essentiel. Il y a certaines... Bon, vous savez, vous connaissez tous la distinction entre la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe, le peuple assemblé décide lui-même. Bon, c'est un peu le mythe ou le fantasme ou le désir du contrat social de Rousseau. Et la démocratie représentative, on élit des représentants, des députés, des sénateurs qui, réunis, vont pendant 4 ans ou 5 ans voter les lois en notre nom et nous les avons élus pour ça. Bon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils ont tout à fait le droit avec la démocratie représentative. Et il y a cette idée que la démocratie directe, alors comment faire avec une population de 70 millions d'habitants, ça c'est une autre question, mais il y a l'idée que la démocratie directe, c'est la seule manière non biaisée, non médiée, sans intermédiaire, d'exprimer la volonté du peuple. Or, il y a deux manières, enfin il y a au moins 2 manières de concevoir la théorie de la démocratie représentative. Il y en a une que je n'aime pas
et qui consiste à dire le peuple des passages, le peuple se laisse aller à des passions, c'est très bien qu'il y ait des gens beaucoup plus raisonnables qui décident à sa place, et il va investir comme ça, ou on va laisser croire que voilà, et puis tous les 4 ans ou tous les 5 ans, il va lire des gens plus raisonnables que lui, et puis ensuite on demandera plus son avis. Ça, c'est une théorie, la démocratie représentative, qui est soutenue par de bons auteurs que je n'aime pas. Il y a une autre théorie de la démocratie représentative que j'aime beaucoup plus, enfin qui m'intéresse beaucoup, et qui consiste à dire la démocratie représentative est à la fois l'expression de la démocratie directe, mais la protestation de ce qu'il peut y avoir d'irrationnel dans une masse de gens assemblés, qu'une émotion peut pousser à prendre une décision passage, et qui va donc prendre une décision qui sera regrettée 6 mois plus tard. Il y a les deux dans la démocratie représentative, dit cette deuxième théorie. Il y a assurément une sorte de protestation contre ce qu'il peut y avoir d'irrationnel dans un choix collectif de gens qui n'ont pas assez réfléchi et puis qui disent ah ben oui ça se serait bien, allez hop on vote pour quoi. Enfin on vote pour, c'est même plus une question, enfin on décide. Donc une protestation, mais aussi une rationalisation, une mise en forme, avec notamment des procédés de ralentissement. C'est un des arguments en faveur du bicamérisme. Je ne pensais pas faire de la théorie politique ce soir, c'est-à-dire l'existence de 2 chambres, comme en France ou aux États-Unis, une Assemblée nationale, un Sénat. On dit souvent ça ralentit le processus. Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait une seule chambre qui décidait tout de suite et la loi est votée. Pourquoi 2 chambres? Et la réponse c'est que c'est justement pour ralentir le processus. Le ralentissement est voulu. C'est pour ralentir le processus, qu'on ait le temps de réfléchir et qu'on se dise ah mais tiens, au fond on a voté ça il y a 6 mois, une chambre a voté ça il y a... Bon, voilà. Bon, il faudrait que je creuse davantage, tu m'as pris de court, mais je pense que si j'ai un modèle dont je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à présent, c'est probablement la théorie de la démocratie représentative comme expression et en même temps lutte contre ce que les publicistes, enfin je veux dire les théoriciens du droit public, appellent les dangers de la démocratie directe. Ça serait une façon de questionner la représentation. C'est une question de questionner la représentation. Mais c'est dire la représentation, soyons pas naïfs, elle est parfaitement légitime, mais elle n'est pas seulement un rejet de la démocratie représentative, de la démocratie directe. À sa manière, elle l'exprime. Elle l'exprime en partie parce que, comme le dit Bernard Manin dans son grand livre sur les principes du gouvernement représentatif, tous les 4 ans, on peut renvoyer sans avoir besoin de les assassiner les gens dont on n'est pas content. Députés, sénateurs, voilà, on les renvoie, ils sont battus et puis on ne les revoit plus. Donc ça c'est l'élément de... Voilà. Bon. Je laisse la parole. Bon, là, ça fait beaucoup de temps, mais je te remercie infiniment pour ton intervention. J'ai été aussi bien sûr extrêmement intéressé par ta proposition, hein, donc de la musique contre le bruit et du bruit qui a réinvesti la musique, parce que pour moi, ça me donne enfin le modèle que je cherchais de la sublimation musicale. Jusqu'à présent, je réfléchissais à ça, je n'avais jamais réellement trouvé, mais grâce à toi, vraiment, je commence à y voir un peu plus clair. C'est-à-dire que, effectivement, en gros, si on reprend la définition que Lacan propose de la sublimation, qui est d'élever de l'objet à l'unité de la chose, donc cette tension entre l'objet et la chose, on aurait la musique comme constitution contre et qui vient servir la chose, et en même temps, cette chose qui continue à vibrer et à exister à l'intérieur de la musique. Et donc, là, tout d'un coup, les choses, pour moi, c'est clair, elles sont totalement extraordinaires. C'est-à-dire que toutes ces pratiques, bon, moi je me suis beaucoup intéressé à la musique baroque, voilà. Donc tout ce que tu décris sur les bâtiments, sur ces trilles, qui étaient pour moi des choses extrêmement intéressantes, mais que j'avais jamais interprétées comme modalité bruitiste quasiment, hein, puisque c'est un peu la thèse que tu défends, tout d'un coup pour moi prennent un sens complètement différent, et je me dis que c'est quasiment le battement du réel qui serait tenté d'être réintroduit dans cette musique extrêmement policée, comme le disait Frédéric. Et là, la tension entre le réel
Et cette mise en forme et cette mise à distance du rêve devient extrêmement claire. Donc on aurait la dimension du principe de plaisir, si on reprend l'opposition freudienne, c'est-à-dire la musique qui viserait effectivement à venir tenir à distance ce réel bruissant et non mis en forme. Et puis, malgré tout, l'articulation extrêmement précise et constante de l'au-delà du principe de plaisir, qui serait ce son qui viendrait salir, mettre à mal, détruire, trouer, vibrer cette belle construction. Et là, pour moi, voilà, tu m'offres, je te remercie infiniment, le modèle, enfin, assez clair pour moi, grâce à toi, assez clair de ce que c'est que la circulation musicale. Merci infiniment. C'est pas vraiment une question, donc je sais pas très bien si, est-ce que je peux répondre, mais ça va être ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère, c'est que ta référence à Lacan et tout m'éclaire, éclaire mon éclairage, voilà. Enfin, c'est un échange de lumière, voilà. Merci infiniment. Question par rapport au scat de Ella Fitzgerald. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que ça rentre dans l'écoute prévue? Attendez, j'ai pas entendu Ella Fitzgerald, quoi d'intéressant? Sa manière justement d'improviser en scat. Ah, pardon, j'ai pas compris. On peut le ranger du coup dans l'écoute réduite, voir sa musique. Attendez. C'est vous qui, en tant que vous l'écoutez, décidez quel type d'écoute vous pratiquez. C'est pas elle. C'est pas elle. Qu'est-ce qu'elle a comme type d'écoute? Ça, je sais. L'écoute à la fois sémantique, c'est une voix. Et écoute sémantique. Pardon? Il n'y a pas de sens en fait. Oui, il n'y a pas de sens. Mais quand on entend une voix humaine, est-ce que on a tendance à chercher du sens? Un saxophoniste, non, on cherche. Non. Donc, quand même, il y a peut-être un morceau d'écoute sémantique. En tout cas, la fonction sémantique de l'écoute est sans doute titillée par le fait que c'est une voix humaine. Et puis, écoute causale, non, peut-être écoute figurative, un peu d'écoute réduite. Mais pratiquez l'exercice que je disais, écoutez 4 fois en vous disant. Voilà, alors l'écoute causale, bon, comme vous savez quelle est la cause, qui est la cause, c'est peut-être moins instructif, encore que peut-être ça vous fera entendre quelque chose autrement, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas le producteur du son qui décide la manière dont il va être écouté. Il peut inciter, ou plus exactement la culture nous amène à écouter, l'héritage culturel nous amène à écouter tel type de son de telle manière, mais... Écouter un jour un cours, non j'ai tort de dire ça, mais enfin uniquement sur le mode de l'écoute réduite, un enregistrement de cours, pas en présence, uniquement sur le mode de l'écoute réduite, en oblitérant tout sens, c'est très intéressant. Et je pense que pour un psychanalyste, il y a peut-être quelque chose à tirer des inflexions, des hauteurs, des accélérations, des trous, des silences. Mais Schaeffer, il bâtit son traité des objets sonores et musicaux sur la situation acousmatique, c'est-à-dire la disjonction justement de l'écoute. Tout à fait. Acousmatique, c'est qu'on ne voit pas la source du son. Voilà, la disjonction de l'écoute et de la source visuelle, on pourrait dire. Oui. Et d'une certaine façon, la situation analytique se remet parfois en situation acousmatique. C'est-à-dire que le dispositif inventé par Freud est celui où le patient, a priori, ne cherche pas forcément le regard de l'analyste. Et l'analyste, lui non plus, se libère des échanges conventionnels de regard. Il peut très bien ne pas regarder. Donc on a une disjonction là, et la situation analytique est une situation acousmatique en puissance. C'est presque une façon de remettre la situation acousmatique, de libérer peut-être les effets thérapeutiques, le potentiel thérapeutique de l'acousmatique. Et moi, je me suis toujours dit, mais je ne sais pas si... Merci Frédéric, ça me parle. Et je me suis toujours dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais que l'attention également flottante attendue du psychanalyste, enfin de l'analyste, avait à voir avec l'écoute réduite. Par une sorte de suspension d'une attention sémantique trop forte. Oui.
En tant que ça lutte contre une écoute trop sémantique, ça a peut-être à voir avec l'écoute réduite. Est-ce qu'on peut préciser entre une écoute active et passive comme vous dites différents types d'écoute, c'est-à-dire de quelle façon, par exemple, une écoute réduite, on va être soi-même influencé par le son, mais comment est-ce que notre état, notre affect peut influencer la façon dont on écoute, par exemple, on va être plus sensible au marin, plus sensible à la masse, est-ce que ça est quelque chose qui vous analyse, qui est dessus? Alors, je ne suis pas sûr de totalement comprendre votre question. C'est un peu par rapport quand vous avez des il peut y avoir plusieurs types d'écoute. Oui. Dans lequel on va être complètement pénétré par une écoute où on va être plus active à la recherche d'un son particulier. Ah, je comprends mieux. Est-ce que ça a été comment est-ce que vous pourriez développer autour de ça? Alors, ça, d'accord. D'abord, il y a ce qu'on appelle les situations d'immersion sonore. Et dans l'immersion sonore, on est dans une situation de non-maîtrise. Alors, attendez, je remonte juste un peu en amont. Évidemment, la théorie des 4 écoutes de Chions et de Schaeffer, ce sont des théories d'une écoute délibérée, volontaire, construite, soutenue, active, enfin, bon, voilà. Et donc, on ne se laisse pas filer au fil du son. On ne laisse pas son attention au fil du son. Bon, ce sont des écoutes volontaristes. Elles ne sont pas prescriptives, ils ne disent pas qu'on doit faire ça, chacun fait comme il veut, elles ne sont pas non plus descriptives. Ils ne disent pas que c'est ce qui se passe. Ils disent que des éléments de ces 4 types d'écoute interviennent dans nos écoutes effectives, et puis ils essayent de théoriser ça. Mais ils ne nous disent pas comment on doit faire. Mais il est sûr qu'il y a des situations que leur théorie ne prend peut-être pas bien en charge. Par exemple, donc cette écoute immersive où on est complètement pris par le son. Il y a des types d'écoute aussi où des types d'écoute détendus. Alors il y a quelqu'un, je ne sais pas si est-ce que vous connaissez Xavier Hacher, qui est professeur de musicologie à l'université de Marc-Bloch de Strasbourg, et qui a écrit des choses assez intéressantes où il prend des concepts psychanalytiques pour théoriser certains types d'écoute musicale. Alors c'est quelque chose de très différent de ce que je vous ai raconté, hein. Mais je ne pouvais pas parler de tout, mais enfin là je peux compléter. Et notamment, il considère, c'est assez technique ce qu'il écrit, hein, il considère qu'il y a un peu d'ascétisme dans la musicologie et les théories de la musique occidentale, qui disent que si on décroche en écoutant une pièce de musique savante, c'est pas bien, qu'il faut être comme le soldat sous les armes, sans cesse tendu, etc. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a un peu ça, hein. Et notamment les musiciens contemporains, notamment l'école de Berg, Weber, Boulez et compagnie, ont une conception tellement élevée de la musique qu'il n'est pas question de se laisser aller à la rêverie. Boris de Schulzer, que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement pareil. Bon, il n'est pas question de se laisser aller à la rêverie, à la sentimentalité, au vague à l'âme, etc. Non, il faut tendre toute son énergie, écouter tout, ne laisser perdre aucun détail, etc. Co-construire l'œuvre au fur et à mesure qu'on l'entend. Bon, cette écoute tendue, très tendue, est critiquée par Xavier Hacher, et qui dit mais que on peut entendre, quand on écoute une pièce, il prend des exemples tout à fait en musique classique, hein, en écoutant une pièce de musique de manière détendue, sans vouloir à tout prix reconstruire dans sa conscience le morceau qu'on écoute, on peut entendre des choses qu'on n'entend pas autrement. Et il prône une sorte... D'abord, il dit on a le droit de faire ce qu'on veut, enfin bon, c'est pas... voilà. Mais il y a sans doute des manières plus ou moins intelligentes ou plus ou moins sensibles d'écouter la musique, mais enfin, il n'y a pas de norme morale. Mais, laissons ça, il dit qu'en écoutant de manière détendue, en acceptant d'être parfois sollicité par la musique et parfois de ne pas l'être, en laissant même parfois son esprit un peu vagabonder, on peut attraper, notre oreille se prête autrement, voilà, à la musique, et qu'on peut entendre des choses qu'une écoute tendue n'entend pas. Ça a l'air paradoxal, et je crois qu'il a raison. Alors, je ne pourrais pas vous reconstituer tout son raisonnement parce que je ne l'ai pas du tout en tête, mais il y a quelque chose qui est là très intéressant. Alors, ça va peut-être un peu dans le sens de votre question. Et c'est vrai que des pièces musicales un peu complexes, une fugue par exemple, bon, de Bach ou le 14e quatuor de Beethoven, qui est un monument à tous égards de complexité, de sensibilité et de puissance musicale. C'est vrai qu'on peut l'écouter avec une sorte de partition, soit sous les yeux, soit dans la tête, enfin sans rien lâcher.
bon, c'est une écoute passionnante, mais on peut aussi l'écouter comme ça, et parfois en décrochant un petit peu, parfois avec une écoute presque immersive, parfois, enfin bon, et que la pluralité des modes d'écoute, alors c'est plus au sens de chez Ferchion, hein, c'est au sens de l'intensité de l'attention, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. J'ai répondu un peu en tournoyant autour de votre question, mais voilà. D'autant plus que cette écoute tendue et sérieuse, c'était quand même une construction 19e ou 18e siècle. Tout à fait, c'est une construction du 19e. Au 7e siècle, on avait un rapport à la musique qui était bien différent. C'est une construction du 19e et c'est consécutif, je ne veux pas accumuler les références, mais il y a Lydia Geur, ça s'écrit G-O-H-R, qui est une grande historienne de la musique, philosophe de la musique américaine, a publié un livre il y a 20 ans, il n'est toujours pas traduit en français, c'est très dommage, qui s'appelle Le musée imaginaire des œuvres musicales. Et elle considère que la notion d'œuvre musicale apparaît au 19e siècle, qu'avant il n'y a pas d'œuvre. Que Bach n'a jamais écrit d'œuvre musicale. Il a écrit des passions, des fugues, des préludes, des suites, tout ce qu'on veut, mais il n'a pas écrit d'œuvre parce que le concept n'était pas disponible et qu'il n'avait pas l'idée qu'on puisse écouter sa musique comme on entend une œuvre. Ça va tout à fait dans ton sens. Et la notion d'œuvre et l'écoute sérieuse, qui est bien aussi, hein, mais c'est vrai que c'est une construction du 19e siècle. On s'étonne parfois aujourd'hui que dans tous les récits sur l'opéra au XVIIIe siècle, les gens bavardaient et de temps en temps tendaient une oreille à un grand air. Bon, on peut se dire c'est choquant, ou ils ont perdu beaucoup de choses en écoutant, mais c'était une autre société, on écoutait comme ça. Il faut aller dans les bars où ça joue. Bah oui, voilà, exactement. Exactement. On s'arrête là alors. Ah ben moi j'ai toute la nuit. Hein. Merci. Merci. Hein. Merci à vous. Hein.